Bon, c'est bon, normalement, c'est lancé. Alors c'est dommage tout à l'heure parce que t'avais le comment? La La colonne? colonne vertébrale. Ouais, ouais, Ah, mais c'est pas la peine d'aller la chercher, c'est pas non, grave. d'accord. Mais ça Elle faisait est juste stylé. devant J'avais moi, la là. même quand j'étais en France. Et je crois qu'il y a tous les chiro, tous les ostéos qui l'ont celle-là. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est la base. C'est la base, la colonne. Bon, oh, ben, on est parti, hein. J'ai lancé l'enregistrement évidemment. Donc, bah, bonjour, bienvenue à tous, hein, sur le podcast biomécanique. Aujourd'hui, un épisode qui a été attendu par pas mal de personnes sur le métier. Alors, le métier, ça va pas être que le métier, évidemment, parce qu'on va parler de sujets un petit peu annexes, de la chiropraxie, de la chiropratique. Je crois qu'on peut dire les deux, hein. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ça dépend des pays. Je sais qu'au Canada, on dit plutôt chiropractique. Et en France, Mm. on a opté pour le mot chiropraxie. D'accord. Bon, alors on va parler de ça, on va parler aussi de la différence qu'il peut y avoir. On va essayer, hein, d'être le plus exhaustif et le plus simple et de pas perdre les gens sur le métier donc de chiro, les différences avec peut-être l'ostéopathie. Ça, c'est quelque chose Bien qui sûr. revient beaucoup parmi surtout les patients, les gens qui sont pas du métier. Et je dois avouer que j'ai moi-même du mal à expliquer pour la simple et bonne raison que je ne connais pas bien le métier de chiro. Donc forcément, quand on ne connaît pas la profession de comparaison, on a du mal à trouver des points de comparaison pour expliquer quelles sont les différences et quels sont les points communs précisément. Donc ça, en plus c'est intéressant parce que tu travailles dans un cabinet où on peut voir, enfin moi je peux voir en tout cas derrière toi qu'il y a une super machine de la NASA, Le comment t'appelles ça gyrostime. déjà? Le Oh, gyrostime. Ouais. c'est pas mal. Voilà, technique de récupération aussi. Et puis pour la bonne raison aussi que tu es le cofondateur et le partenaire de Steve Compagnon sur Pôle Santé, c'est ça? Ouais. Paul Récup. Pôle Récup, pardon. Paul Récup. Pôle Voilà, Récup. Mm. exactement. Donc Steve qui était venu sur le podcast et qui en fait me recommande des gens régulièrement, me disent tiens Jérôme, est-ce que tu as fait un épisode avec un podologue? C'était lui qui m'avait présenté Arnaud Guéraud. Arnaud? Oui, C'est lui oui, je l'ai qui vu aujourd'hui ouais. ce matin. Bon, bah, tu lui passeras le bonjour si tu le recroises prochainement. Bon, Delgis, je vais arrêter de parler. Je vais te laisser te présenter comme d'habitude. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Delgis Garcia, je suis chiropracteur, cofondateur de Paul Récup avec Steve Compagnon et fondateur du centre, notre deuxième centre qui s'appelle NeuroRécup. Je suis chiropracteur diplômé depuis 4 ans de l'Institut franco-européen de chiropraxie à Paris, à Ivry. Et avant tout cela, j'étais coach sportif comme Steve. Et j'avais une formation en STAPS, en brevet d'état des métiers de la forme. Je m'étais spécialisé en pilates. J'étais parti aux États-Unis faire des cours de pilates, me former là-bas, et c'était là où j'ai découvert la chiro pour la première fois. Et en retournant en France, je me suis dit, je continuais à travailler en tant que coach, en tant que prof de pilates, et un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire plus. J'ai envie d'aider les gens plus que pour sur le plan peut-être sportif, esthétique, mais aller au-delà et essayer de comprendre un petit peu pourquoi les gens se blessent, comment soigner les gens, comment les aider, comment les accompagner pour qu'ils puissent être le mieux d'eux-mêmes. Et je me suis dit tourner vers la chiropraxie. À l'époque, je pensais comme toi, comme tu disais tout à l'heure, que l'ostéopathie, la chiropraxie, je ne savais pas trop la différence. Aux États-Unis, j'avais un chiropracteur et en France, je pensais que c'était la même chose et j'étais allé voir un ostéopathe. Et, c'était après, avec un petit peu de temps, je te raconterai l'histoire, que je me suis dirigé plutôt vers la chiro et j'ai pris cette voie-là. Voilà. Et je suis Ok. brésilien d'origine. Je suis né au Brésil. J'ai grandi là-bas et j'ai fait mes études au début de mes études en STAPS, en sport, au Brésil. Ok, d'accord. Mais je me disais bien que j'entendais un petit accent et j'arrivais pas à savoir Voilà, d'où il venait pour le coup. Eh ben, il vient du Brésil alors. c'est ça. Il vient du Brésil, du Très bien. centre du pays. Tu y retournes un peu des fois ou c'est compliqué en ce moment? Oui, oui. En ce moment, il y a 1 an et demi que je suis pas retourné, mais j'essaye d'y aller 1 ou 2 fois par an. Ouais, d'y retourner voir ma famille.
et mes Et amis. comment c'est là-bas la chiro? Est-ce qu'il y a beaucoup de praticiens? Le système de Alors, santé, à quoi il ressemble? Tiens. c'est encore différent de France. La chiro là-bas, elle est à l'université et on a aujourd'hui que deux écoles de fac où ils enseignent la chiropraxie, deux facs privées, une à São Paulo et une dans le sud du pays. Euh, les gens connaissent de plus en plus la chiropraxie et c'est un bachelor, un diplôme comme en France, c'est l'équivalent d'un master 1 au Brésil sur 4 ou 5 ans, je crois, le diplôme là-bas. Et D'accord. ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale là-bas, c'est dans l'ordre du privé également. Mmh. Bon, très bien. Donc alors toi, tu découvres la chiro. On va revenir, hein, sur, ce que c'est, Oui, exactement et les principes de base. Heu, Bah, déjà, bon, on va commencer par ça plutôt, pour ceux qui arrivent dans cet épisode-là, qui plongent et qui savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc c'est quoi exactement la chiro? Et je pense qu'on va même enchaîner, sur les oui, différences bien avec sûr. l'ostéo, quoi. Et avec l'ostéopathie. Alors, la chiropraxie, c'est une médecine manuelle qui est aujourd'hui la première profession de santé manuelle au monde. En France, c'est moins connu que l'ostéopathie parce qu'on n'a qu'une école en France, donc c'est vrai que c'est moins répandu. Mais dans les pays Il y a qu'une anglo-saxons, école en France? il n'y a qu'une école en France. Il y a une école en France, c'est l'Institut franco-européen de chiropraxie, avec un pôle à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris, et un deuxième qui a été créé il y a 7 ans à Toulouse. Donc c'est la même école, c'est le même diplôme D'accord. et c'est très cadré. C'est une école qui est certifiée par un concile européen de chiropraxie. Donc tous les 2 ou 5 ans, voilà, il y a voilà le concile européen de chiropraxie qui vient pour accréditer ou pas l'école, pour qu'elle continue ou pas à délivrer le titre de chiropracteur, selon des normes européennes d'éducation, de clinica, voilà. Aujourd'hui c'est l'équivalent d'un master 1, mais ça reste aussi une école privée. Mmh. Euh, donc la chiropraxie reste la première profession de santé manuelle au monde. Et c'est une façon d'aider. Je vais essayer de parler de la façon la plus simple possible avec le moins de termes techniques pour que tout le monde puisse comprendre de la façon la plus Tout le monde s'y facile. retrouve, ouais. Voilà, quand tout le monde se retrouve. Donc c'est une façon de aider le corps à aller mieux. Donc avec des techniques manuelles, des mobilisations. Nous on appelle ça des ajustements. On appelle ça ajuster un corps, ajuster une colonne. Et beaucoup de gens disent ah vous faites craquer. Oui, on appelle ça un audible, un bruit. Et on vient voilà mettre des articulations dans certaines positions où on vient appliquer une petite force très vite avec une très faible amplitude qui va produire ou pas une cavitation, un crack, un bruit, un audible, et qui va permettre cette articulation de rebouger mieux. Alors, parfois, on a ces interférences au niveau de la colonne, parfois, on les a au niveau des membres, au niveau des articulations périphériques, des épaules, des coudes, des poignets, des genoux. Hein, tout le monde s'est déjà retrouvé un jour avec j'ai le genou qui me fait mal, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai le poignet qui me fait mal quand j'écris, donc ça peut apparaître aussi au niveau des articulations. Mais nous, notre base, la chiro a été créée dans les années fin du 18e siècle, 19e siècle, pardon, par un Américain et qui mettait toute sa croyance dans la colonne vertébrale. Que comme tous les nerfs partent de la colonne vertébrale, il s'est dit bon bah si je fais bouger ici au niveau de la colonne, je pourrais avoir un résultat telle ou telle part. Donc la base de la À distance, ouais. chiropraxie était vraiment voilà la colonne vertébrale, l'axe du corps. Et après, on s'est rendu compte que la colonne reste la base, mais on peut venir travailler aussi partout dans toutes les articulations. Donc nous, la chiropraxie, elle est basée sur le système nerveux, sur la fonction du système nerveux. Comment mon cerveau, comment il contrôle le reste de mon corps. Toutes ces informations qui partent du cerveau vont descendre par la colonne vertébrale, elles vont sortir sur chaque étage de la colonne vertébrale. Il y a une petite paire de nerfs qui part un à droite, un à gauche, qui vont contrôler une partie de notre corps.
S'il y a des interférences, cette colonne, elle bouge moins bien, forcément, il y aura des interférences aussi au niveau de cette information qui communique avec ces voies entre celles qui descendent et celles qui remontent. Et donc notre objectif, c'est de venir déceler, trouver ces petites fixations, on peut appeler ça des subluxations. Le terme historique employé depuis les années 1890, c'est subluxation. C'est un terme qui peut être porté un petit peu confusion, Et un qui est terme un peu médical. Donc voilà. voilà. Est-ce que ça a bougé, c'est resté en dehors de sa place, hein, avec le terme tout ce qui est orthopédique. Donc voilà, il y a des chiro qui l'utilisent, mais je suis très à l'aise avec ça. On se comprend très bien. Moi, je préfère le terme restriction, fixation, parce que je trouve que ça parle au plus grand nombre. Donc le but, c'est voilà, c'est de venir déceler Ouais, ces petits manque de mobilité. voilà, manque de mobilité aussi. Et de En déceler ostéo, on ça, utilise, enfin, c'est le terme qui est utilisé, c'est dysfonction. dysfonction, voilà. Et nous, on utilise aussi tout ce qui est dysfonction douloureuse et dysfonction non douloureuse, comment on traite. Il y a plusieurs protocoles pour chaque type de subluxation, dysfonction, restriction, manque de mobilité. Voilà, on peut appeler ça comme on veut, on se comprend. Donc c'est voilà, c'est redonner de la mobilité. Alors le corps a été fait pour bouger. Le cerveau, si on a un cerveau aujourd'hui qui est aussi développé que le nôtre, que l'être humain, c'est parce qu'on est en mouvement. On est continuellement en mouvement. Donc comment traiter le corps, traiter le patient par ses articulations, par redonnant de la mobilité au niveau de sa colonne, au niveau de tous ses membres, pour que cette énergie, cette information nerveuse puisse passer de la meilleure façon. Voilà, ça c'est pour moi c'est l'objectif de la chiropraxie. Ok, très clair. Bon, alors très clair. Si on comprend bien, donc l'approche, la vision, elle est sur, enfin, la cause ou en tout cas l'origine de tout va être le système nerveux et en fonction de certains endroits au niveau de la colonne, il peut y avoir des restrictions. Ça va gêner des messages neuraux qui peuvent ensuite Oui, donc se transmettre sur les segments, je dirais à distance, jambes, bras, organes, etc. Et en fait, initialement, le travail était sur la colonne vertébrale parce que tout part de là. Mais alors ça, c'est oui, quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est que et puis même certains patients, certains clients peuvent dire, ben en fait, enfin, j'ai déjà pu entendre dire, ouais, le chiro il s'occupe, il fait uniquement la colonne. Et en fait, quand on explique du coup l'approche, ça semble un peu logique, mais ça c'était avant, et maintenant ça a tendance à de plus en plus agir à distance, pas uniquement sur la colonne vertébrale. Et puis oui, encore moins ça veut toi, dire. parce qu'avec tous les appareils que tu as avec toi, c'est que maintenant tu commences à agir un petit peu, encore un peu plus globalité, quoi. Oui, alors oui, il y a des chiropracteurs qui restent fidèles à la, au message qui était là au départ, au niveau de la colonne, qui travaillent plutôt que des hautes cervicales aussi. Mais aujourd'hui, non, la chiro, voilà, elle prend en charge globalement le patient. C'est pas que sa colonne. Voilà. Bien sûr, on vient toujours vérifier l'alignement, les informations qui partent dans chaque vertèbre. Mais ça, c'est notre base. Et à partir de là, on vient aussi traiter le reste. On vient traiter, voilà, j'ai des patients qui viennent pour l'épaule. Bien sûr, je vais travailler sur son épaule, mais je vais venir aussi regarder ses cervicales. Je vais jeter un œil plutôt sur la 5e cervicale parce que je sais que c'est de cette cervicale-là qui part une des racines principales qui vont innerver, qui vont contrôler l'épaule. Donc, s'il y a un problème à l'épaule, il y a un problème aussi au niveau de cette information qui est un peu biaisée, qui va partir de cette 5e cervicale pour venir vers l'épaule, mais qui va revenir par cette même cervicale pour pouvoir remonter au cerveau, pour informer au cerveau d'une douleur, d'une dysfonction au niveau de cette articulation. Donc, on va toujours prendre en charge, voilà, la Hmm. globalité du patient. Alors, ce que tu me décris là, quand même, c'est assez curieux parce que j'ai l'impression d'avoir un ostéo qui me parle. Tout ce que tu me dis, Mais ça résonne en moi. On a parlé, oui, alors on n'a pas les mêmes mots, subluxation, dysfonction. Bon, en gros, c'est un segment vertébral qui aurait du mal à effectuer soit une une, rotation dans sa pleine une amplitude. Enfin bref, il y a inclinaison, une restriction. oui,
Ouais, c'est ça, ouais. C'est Il ça. y a une restriction quelque part. On corrige la restriction avec une technique, dite un petit peu manipulative, donc rapide à basse amplitude, qui peuvent des fois faire craquer. Puis c'est la conséquence de la technique, mais c'est pas forcément le but de la technique. Si tu peux Exactement. aller voir l'épaule, mais il y a un lien avec les cervicales parce qu'il y a un lien neuro, il y a aussi un lien de proximité. Enfin là, j'ai l'impression d'être avec un ostéo là. Oui, 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 non, je sais. Alors, moi, je peux te dire, moi, j'ai fait une année d'ostéopathie. En fait, quand j'ai décidé de reprendre mes études, je suis parti en première année de médecine et je suis arrivé près du but, mais j'avais déjà 28 ans à l'époque et j'ai pas voulu redoubler mon année de médecine et je suis allé en première année d'ostéo. Hmm. Parce que comme je t'avais dit, moi aussi, je me posais des questions par rapport, je connaissais pas vraiment la différence entre un chiro et un ostéo. Donc, je peux te dire que j'ai fait une année Ouais. d'ostéo, de A à Z, et quand j'ai pris mes études à l'EFEC, voilà, je vais pas critiquer au loin de là. Je trouve, moi, j'étais soigné par un ostéo aussi en France, et je trouve qu'ils sont très bien. Et ce sont des professions cousines. Alors, ce sont des deux médecines qui ont été créées plus ou moins au même moment aux États-Unis, dans une même période, par deux personnes différentes, mais qui avaient le même objectif de traiter, de soigner les patients. Je sais que l'ostéopathie, je Hmm. peux parler parce que je suis pas ostéopathe, mais j'ai fait une année d'ostéopathie. La base que par nous serait la colonne vertébrale, pour eux, c'est plutôt le système liquidien. C'est la circulation des liquides, du sang, de la lymphe. Leur, euh, Leur focus serait plutôt basé sur ça. Moi, mon focus, il sera plutôt basé sur le système nerveux. Donc, si on doit avoir une différence à écrire sur le papier, en dehors des textes de loi qui régissent les professions, parce qu'il y en a certains qui peuvent faire ci, certains qui peuvent pas faire ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le système nerveux pour la chiropraxie, le système liquidien pour l'ostéopathie. Et là où c'est marrant, c'est que tu vois, il y a une petite différence parce que là, je suis basé à Montréal. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de chiro en France. Il y en a moins, comme tu dis, il y a qu'une école, donc c'est pas aussi connu, c'est pas aussi présent que sur le continent américain du Nord en tout cas. Et Oui, donc il y a pas mal de chiro ici. Ils ont leur place qui est faite depuis longtemps et alors ils s'accrochent. Ça va paraître euh, critique, mais c'est pas une critique. Les choses sont oui, comme ça. C'est qu'ils s'accrochent à des techniques, ils s'accrochent à une espèce de à une façon de faire, et tout ce qui va être les techniques manipulatives, donc qui font craquer, ils veulent réclamer cette pratique uniquement pour eux, tu vois, et que les ostéos n'auraient techniquement pas le droit d'utiliser ces genres de techniques qui sont appelées donc les trusts. Alors qu'en France, oui, les et trucs. c'est là où moi ma pratique, c'est pas qu'elle a changé ma pratique depuis que je suis arrivé à Montréal, mais disons que et j'ai dû comprendre un petit peu comment ça se passait pour pouvoir adapter la façon dont j'allais communiquer, la façon dont j'allais traiter forcément. Parce qu'en France, c'est l'ostéo qui est réputé comme... Alors, c'est en train de bouger évidemment parce que les différents courants ostéopathiques font que il y en a qui sont plus fluidiques, il y en a qui sont plus énergétiques, Oui, enfin bon, bref. Donc oui, oui. ça se dilue en fait dans le lot les ostéos qui font craquer. Mais ici, tu vas voir l'ostéo pas pour te faire craquer parce que c'est censé être une catégorie de technique qui appartient au Plus chiro, tu vois, et douce. qui est en tout cas Ouais, revendiquée comme ouais, telle. ouais. Oui. Ouais, mais je pense que comme au départ, c'était voilà des techniques au niveau de la colonne haute cervicale pour justement avoir cet audible, voir ce crack avec un trust, c'est très ancré dans la profession. Et après, voilà, toutes ces questions de profession, de loi ou d'ego de certains praticiens, voilà, je pense que le but, c'est vraiment de pouvoir aider le patient, quoi qu'on fasse. Déjà, quand le patient vient, qu'il a confiance en toi, il y a déjà la moitié du travail qui est déjà fait. Donc, peu importe la technique que tu vas utiliser. J'ai beaucoup de collègues qui ne font pas craquer, qui ne font pas de trust, qui ne font pas de HLDA, qui qui vont travailler sur le côté énergétique et ils ont leur patientèle et ils soignent beaucoup de gens comme ça et tout le monde est ravi des résultats. C'est pas une technique que j'utilise, mais j'en connais plein, peut-être même plus qui utilisent ce genre de technique que qui font des techniques plus biomécaniques comme les miennes. Voilà, donc je pense que c'est D'accord. une partie de praticiens, c'est une catégorie qui revendique ça, et je pense que voilà, ils en ont ni tort ni ils ont raison. Je pense que ça fait partie. Je pense qu'on retrouve ça dans à peu près toutes les professions. Alors, est-ce que tu peux nous dire, enfin me dire, nous dire,
Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'en ai déjà parlé, hein, mais ça va être intéressant d'avoir donc ton avis et l'explication d'un chiro sur ce qui se passe lorsque ça craque. C'est Oui. quoi la physiologie qui se cache derrière? C'est pourquoi ça craque? Est-ce qu'on peut casser, pas casser du mythe, mais un petit Avoir peu peur, oui, oui, révéler oui. clairement une bonne fois pour toutes? Alors, donc, le crack, ce n'est pas les os qui bougent. Donc, ça me fait toujours pas marrer, mais je souris à chaque fois que j'ai un patient qui arrive. Ouais, j'ai une vertèbre déplacée ou j'ai le bassin qui s'est déplacé. Moi, je lui explique que s'il était déplacé, déjà, vous ne serez pas devant moi. Donc, c'est faut déplacer, voilà, un bassin, déplacer une vertèbre. Voilà, il faut lors d'un Des accident, abus de d'un langage. choc, voilà, c'est des abus de langage. Donc je les explique que voilà, il y a une restriction, il y a une vertèbre qui est figée dans une position, on a l'impression qu'elle est déplacée, et quand on vient la mettre dans une position de tension, on vient appliquer ce fameux thrust, et il y aura une cavitation qui est de l'air qui va s'échapper de cette articulation. Donc en fait, c'est la même chose quand on vient voilà, craquer les doigts, c'est ce bruit-là, c'est le même qu'on entend au niveau du cou, au niveau du bassin, au niveau des lombaires, du thoracique ou d'une cheville quand on vient l'ajuster. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va mettre l'articulation dans sa limite physiologique où elle peut aller au niveau de la flexion ou de l'extension, ça dépend de quel type de amplitude on va emmener l'articulation. Et quand on arrive au bout, on va appliquer cette force très rapide pour pouvoir caviter, pour avoir créé une petite décoaptation. Et c'est pendant ce laps de temps qu'il y a cette petite bulle d'azote qui s'échappe et c'est le bruit qu'on entend. Alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand il y a cet audible ou pas? Quand l'articulation vient caviter, toutes les informations, toutes les structures qui sont insérées autour de cette articulation, qu'ils soient ligamentaires, tendineuses, musculaires, vont recevoir neurologiquement une information de détente. Et c'est pour ça qu'on rétablit le mouvement parfois immédiatement, parfois c'est 1 ou 2 jours après, ça dépend de la tension musculaire qui est aussi autour de cette articulation. Mais dès qu'on a donné cette thrust et qu'il y a cette cavitation, bah, les muscles qui sont autour, les tendons qui sont autour, les ligaments qui sont autour vont être plus détendus neurologiquement. C'est-à-dire qu'on a créé un étirement très rapide au niveau de ces structures et le corps, le cerveau n'a pas eu le temps de se contracter. C'est pas, c'est-à-dire que l'articulation a été libérée avant que le corps puisse avoir le temps de se contracter. Et à partir de là, on va activer, si on veut parler un peu plus techniquement, au niveau des tendons, au niveau des organes tendineux de Golgi, voilà, une inhibition de la contraction de ces structures et on va créer un relâchement. Voilà, donc c'est ça, c'est pourquoi les patients viennent, Mhm. on les ajuste, on travaille, on vient ajuster, mobiliser ces articulations et le patient il se lève de la table, il peut mieux bouger la tête, il peut se tenir plus droit quand il vient bloquer au niveau du lombaire. Et c'est cette sensation-là. C'est-à-dire qu'immédiatement, il y a une information nerveuse de ouf, libère-toi, relâche, cool, je rebouge, t'as pas besoin de Mhm. te contracter autant pour me tenir dans une certaine position. Voilà. Je sais pas si j'étais Mhm. clair, mais Ok, mais j'essaie d'ailleurs, de le faire c'est au la plus raison simple. pour laquelle. Si, alors c'était parfait, j'aurais pas fait mieux. Donc c'est pour dire. Ok. Mais c'est pour ça aussi qu'après une technique donc manipulative HVBA, on se sent souvent, comme tu l'as dit, relax direct, comme si ça fait du bien, même quand il n'y a pas de problème, tu vois. Genre, on s'est tous entraînés ou on a tous reçu des potes ou quoi pour leur faire 2 3 techniques comme ça, parce que soit ils avaient un problème, soit ils voulaient juste se faire manipuler rapidement. Et tout le monde a eu ses réactions. Oh là là, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être léger, etc. Et alors, il y a peut-être Exact. un peu de placebo, de psychologique, forcément, il y en a toujours un peu dans n'importe quel traitement, dans n'importe quelle activité, ça c'est une certitude. Mais en C'est revanche, sûr, c'est c'est aussi, sûr. il y a une grosse part qui est faite de par rapport à ce que tu as expliqué, quoi, sur Voilà. le moment de détente Physiologiquement, ouais. Et c'est direct. vrai que au niveau de la colonne vertébrale, quand on vient caviter, quand on vient avoir ce petit crack, on a aussi une meilleure répartition de la pression intradiscale dans le disque vertébral. Donc dans les cas des hernies lombaires, par exemple, au niveau des lombalgies, des lumbagos, quand il y a une incarcération, on va dire, quand le noyau, parce que le disque il est composé de disque vertébral qui lie les vertèbres, il, il a un rôle d'amortisseur et de ligament en même temps. Et au milieu de ce disque, il y a une petite bille gélatineuse qui parfois, voilà, essaye de s'incarcérer, qui essaye de sortir, ce que créent les hernies vertébrales.
pour nos amis qui nous regardent, s'ils regardent par YouTube, voilà, on voit bien comment ça fait quand ça sort et que ça vient toucher le nerf. Donc c'est à l'intérieur du disque et Mhm. ça sort Ah, ça vient comprimer. sur un Ouais. certain mouvement. Ça vient comprimer le nerf. Donc quand on vient ajuster ce segment-là, on va égaliser davantage la pression intradiscale et ça permettrait euh, de libérer ce disque s'est retrouvé incarcéré dans les fibres et qui pourrait regagner sa place d'origine plus facilement. Et il y a un autre effet Alors, aussi, les médecins vont gueuler là, parce que. Ok, vas-y, c'est je te pas laisse finir grave. d'abord. Non, non, vas-y, mais dis-moi pourquoi ils vont gueuler. Non, non, je dis qu'ils vont gueuler. Non, mais ils vont gueuler. Je sais pas s'il y a beaucoup de médecins qui écoutent le podcast, mais là où je veux en venir, c'est que les techniques manipulatives, en cas d'hernie ou de suspicion d'hernie, je veux dire, c'est un truc qui est à prendre avec des pincettes, beaucoup. C'est Alors, ça. euh, Surtout on cervical. sait qu'il y a ni. Ouais, Surtout surtout cervical. cervical. Donc, Alors, lombaire aussi, hein. voilà. Moi, j'ai souvent entendu lombaire aussi, que c'était assez. Il fallait prendre des Alors, pincettes, il fallait être sûr de ce qu'on faisait. Prudent. exactement. Alors, dans les techniques qu'on utilise aujourd'hui, on a un cahier de charges, hein, on a des recommandations de l'Association française de chiropraxie pour les prises en charge dans les cas de névralgie cervico-brachiale, enfin, dans le cas qu'il y a une hernie cervicale qui touche voilà un nerf du cou et qui atteint les membres supérieurs, qui atteint les bras. Et nous, nos recommandations, c'est de ne pas ajuster, de ne pas travailler avec des techniques de truss sur ces hernies-là. Par contre, on a des recommandations pour les hernies discale au niveau lombaire où on peut traiter avec des techniques de flexion, distraction, d'extension de Mackenzie si on veut parler technique, et aussi des techniques manipulatives de type euh, haute, haute vitesse, basse amplitude. Donc on peut le faire par rapport à les recommandations aujourd'hui sur les hernies lombaires, mais pas sur les hernies cervicales. On attend qu'il y ait voilà une amélioration de la symptomologie au niveau cervical, une baisse de l'inflammation, une levée du contact avec la racine pour pouvoir venir ajuster les cervicales. Hmm. Ok. Donc, bon, on a compris la technique, les techniques manipulatives, etc. Enfin, quoi, c'était bon, même sur Annie. Je suis obligé de te poser la question que de nombreux auditeurs, je Oui. pense, se posent. Ouais, mais faire craquer, c'est-à-dire que tu as expliqué que c'est un peu comme faire craquer ses doigts. Tout ça, ça donne de l'arthrose. Non. Alors si tu le fais Ah bon? peut-être 30 fois par jour, 20 fois par jour sur ton même doigt, peut-être que oui, ça va te donner de l'arthrose. Si on vient cavité, alors les patients, normalement, on fait un plan de traitement sur le patient quand il vient avec un symptôme, quand il a en douleur, je vais le voir une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ça m'arrive, mais plutôt une fois par semaine, deux ou trois fois, et après on espace les séances. Donc voilà, un patient, même quand je le vois, j'ai certains patients que je vois régulièrement, je les vois tous les mois, je travaille beaucoup avec des sportifs, et qui sont toujours en stable, qui n'ont pas vraiment forcément de douleur, mais qui viennent en prévention ostéo-articulaire. Donc je les suis, je check toutes les articulations périphériques au niveau de la colonne et je viens travailler, je viens ajuster, je viens mobiliser celles qui me semblent voilà les plus restreintes. Donc ça ne va pas donner de l'arthrose, voilà, en redonnant de la mobilité là où il n'y en a pas. Ça va donner de l'arthrose s'il y a quelque chose qui ne bouge pas et on la laisse comme ça, si on ne la fait pas bouger. Ça va donner de l'arthrose. Hmm. Voilà. Sachant que l'arthrose a plus de Mais je chances de se comprends. développer sur une articulation qui ne bouge pas, qui ne fonctionne pas, tout simplement parce que le corps Exactement. est fait que l'arthrose, c'est simplement le cartilage qui s'en va, qui s'use, qui se réduit sur les surfaces articulaires, et le corps est fait de tel point que si on n'utilise pas cette surface articulaire, un cartilage de qualité n'a plus de raison d'être, donc il a plus C'est de ça. chances de Exactement. se Et réduire le plutôt qu'une cartilage, articulation qui bouge et qui maintient sa qualité. c'est ça. Et le cartilage, il est nourri par imbibition. Hein, il baigne dans un liquide synovial qui n'est renouvelé que s'il y a du mouvement. Donc, quand il n'y a pas de mouvement, voilà, Et il de y la a moins pression, hein. d'imbibition, il y a voilà, moins de pression, le cartilage, il est moins nourri, il va se détériorer, réduire, et l'os contre l'os forme de l'os. Et là, on a l'arthrose qui arrive. Voilà. De l'arthrose, après, j'essaie d'expliquer aux patients, c'est pas une maladie. Je dis beaucoup aux gens, ils disent, j'ai de l'arthrose, vous n'êtes pas malade, vous avez, voilà, un processus physiologique qui est normal. On en aura tous dans notre corps. Plus tard, on en aura, mieux on se portera. Mais
sur certaines articulations, on va avoir de l'arthrose précoce selon le métier qu'on a fait, selon les chocs qu'on a pu avoir, les accidents qu'on a pu subir dans la vie, le métier qu'on a fait, voilà. La posture adoptée lorsqu'on dort, par exemple, sur le ventre avec la tête en rotation pendant des heures, 8 heures par jour pendant 30-40 ans. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut expliquer, voilà, une arrivée précoce d'une arthrose dans une articulation. T'as une analogie qui est sympa là que je viens de me faire en tête, c'est un peu comme la peau et le vieillissement de la peau, c'est qu'on va tous y passer. Je veux dire, on gardera jamais une peau de bébé à 80 ans, ça, je veux dire, on est tous d'accord là-dessus. Il y en a qui vieillissent plus rapidement de la peau que d'autres. Il y a aussi une question de génétique, et puis il y a aussi question d'environnement, la pollution, l'état de santé, la cigarette, l'alcool, tout ça. Et voilà, et on peut faire le parallèle avec une articulation, quoi. Exactement, c'est exactement ça. On n'est pas tous égaux, malheureusement, du plan génétique, hein, mais aussi justement du plan environnemental, ce qu'on subit au quotidien, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, ce qu'on a fumé, ce qu'on a fait comme sport, etc., etc. Ok, t'es clean, toi, je veux dire, pour le coup, tu dois tu dois pas fumer, tu fais du sport, est-ce que t'as des vices ou pas? Bah, alors mes vices, j'aime bien l'alcool, j'aime bien le bon alcool, j'aime bien le bon vin, j'aime bien le champagne, donc voilà, j'aime pas les alcools forts, mais j'apprécie beaucoup un verre de vin, une petite coupe de champagne à l'apéro. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de CrossFit, depuis quelques années. J'ai commencé à faire du sport, j'avais 15 ans, je me suis jamais arrêté. Non, je ne fume pas, je ne drogue pas, j'ai une vie plutôt saine. Voilà. Je pense que mon petit vice, Bon, voilà, c'est mon parfait. verre de vin. Voilà. Et mes chiens. Est-ce que tu consultes régulièrement toi-même un chiro? Alors, oui, j'ai un collègue qui m'ajuste régulièrement. Alors, récemment, il me voit toutes les semaines parce que j'ai repris le sport après 2 mois d'absence dû à un déménagement. Et il était parti aussi, donc je l'avais pas vu depuis quelques mois. Il était parti bosser en Irlande et c'était un chiro, un collègue, et qui m'a toujours ajusté. Je le voyais tous les mois. Et là, je l'avais pas vu depuis quelques mois et parce qu'il était parti et moi j'avais arrêté le sport. Donc là, je le vois toutes les semaines. Là, depuis 4 semaines, je l'ai vu hier et à partir de la semaine prochaine, voilà, on va commencer à espacer les séances tous les 15 jours pour retrouver un rythme une fois par mois comme on avait auparavant. Alors, je suis Pour quand moi, même obligé de c'est te demander, indispensable. parce que, euh, alors, c'est indispensable. Alors, très bien. Alors, le truc qui revient aussi, c'est le chiro. Bon, là, je fais pas, je fais un peu l'avocat du diable. C'est Non, non, mais forcément, toi, vas-y. je me place dans le truc opposé parce que c'est ce qui va permettre d'aller creuser un peu les sujets. Mais j'ai déjà vu plusieurs personnes, que ce soit des patients ou même des amis ou quoi que ce soit, qui avaient surtout ici, puisque il y a plus de chiro, donc les gens ils vont plus voir. Enfin, tu croises quelqu'un dans la rue, il y a plus de chances d'avoir vu un chiro dans sa vie qu'en France, forcément. Et un truc qui revient, qui est déjà revenu, c'est le fait que le chiro, tu vas le voir souvent et que ça va mieux après la consultation. Et d'ailleurs, ça va peut-être permettre de faire le lien euh, avec les ajustements et le fait que tu te sentes bien juste après. C'est que on va voir enfin, les gens ils vont voir le chiro, ils se sentent bien peut-être ça dure quelques jours et ensuite la douleur revient et il faut aller revoir le chiro et en fait c'est un peu, et alors il y a le truc qui est reproché, c'est ben en fait le chiro tu te sens bien quand tu sors, mais il faut aller le voir toutes les semaines et ça dure. Alors je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais ici ça peut faire Oui. 15 minutes la séance et ensuite c'est genre tu vas voir toutes les semaines et c'est un peu comme si c'était acquis, il va falloir que tu fasses ça toute ta vie, et ça c'est un problème que les gens Non, je comprends. euh, Ouais. relatent. Et bien alors que surtout quand ils viennent nous voir, que ce soit les professions un petit peu différentes comme l'ostéo, peut-être la masso, c'est genre ben en fait mon chiro je devais aller voir toutes les semaines, donc ça me va pas, quoi. Alors, je comprends très bien. Alors, je vais parler de comment je travaille. Je ne sais pas comment les autres travaillent. Si je le sais un petit peu comment les autres travaillent, je comprends pourquoi il y a ces questionnements qui reviennent assez souvent par rapport à des chiros qui vont vendre des plans de traitement de 30, 40, 50 séances et qui vont les voir pendant 5 minutes. Ils vont Mm. faire un ajustement et je te vois la semaine prochaine. Alors moi, comment je travaille, c'est que je vois le Voilà. patient pour la première fois, une première consultation où je vais faire un bilan.
je vais poser toutes mes questions, je vais faire mon anamnèse et voir pourquoi le patient vient me voir et comment je peux l'aider. Une fois que j'ai compris ça, moi, je vais faire un plan de traitement. Alors, pour changer un schéma qui est là depuis des mois, voire des années, ça, c'est pas avec une séance, c'est pas avec une petite baguette magique où je vais cliquer des doigts et le patient va aller mieux pour toute sa vie. Donc, pour moi, c'est toujours quand j'ai un patient, la première fois que je le vois, je vais lui expliquer comment je vais travailler. Je vais lui dire que j'aurai besoin de le voir peut-être plus qu'une fois. Normalement, je les vois 3 ou 4 fois, une fois par semaine selon le problème. Après, si on stabilise les symptômes, je passe les séances de 15 jours, 3 semaines, après un mois, et après, c'est de l'ordre de l'entretien. J'en ai certains qui viennent une fois par mois, j'en ai certains qui viennent une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Même quand ils en ont pas mal, je ne vends rien, je vends pas de plan de traitement, je vends pas de forfait à mes patients. Ils viennent vraiment quand ils en ont le besoin et quand ils ont compris que si on est en amont, si on est en train de travailler sur le fond, ils vont moins tomber malades, ils vont moins avoir mal, ils vont moins se blesser. Alors le corps, pour changer un schéma qui est là depuis un moment, le système nerveux, on a besoin de créer une plasticité. Donc là, on va parler tout à l'heure de neurologie fonctionnelle, c'est ce que je fais beaucoup avec mes patients aussi. Euh, Quand on veut changer un schéma, on doit créer une répétition pour que ça soit intégré au niveau nerveux et dans le schéma corporel. Donc pour quelqu'un qui vient, qui croise toujours les jambes, je peux ajuster son bassin, je peux ajuster son sacro-iliaque 10 fois. S'il va retourner au bureau, une femme qui est toujours en jupe, qui va toujours croiser ses jambes et ses jambes croisées pendant 6, 8 heures par jour, elle va revenir, je vais la remettre sur la table, je vais voir que son bassin a encore bougé. Donc toutes ces choses-là, voilà, je vais accompagner mon patient et je vais essayer de faire quelque chose qui va durer dans le temps, mais pas seulement ce que je fais à mon patient, mais comment il peut, de son côté, effectuer un changement pour qu'on puisse, voilà, avoir le meilleur résultat possible et le plus rapidement possible. Et pour qu'il n'ait pas besoin justement de revenir me voir toutes les semaines. J'ai pas envie de voir mes patients toutes les semaines. C'est pas que ça m'ennuie. Moi, j'adore mes patients et je pourrais les voir tous les jours, mais c'est pas le cas. Moi, quand je commence un traitement avec un patient, je veux qu'il aille le mieux, le plus vite possible et qu'il vienne me voir le moins souvent possible. Donc, le moins souvent, pour moi, ça sous-entend quelqu'un qui va bien. J'aime bien le voir quand même 3, 4 fois par an quand quelqu'un va bien. Mais j'aime bien garder une main parce que pour moi, c'est un petit peu comme c'est pas mes poussins, mais j'ai envie de savoir comment ça va et ça crée une relation. Moi, je vois mes patients pour une consultation de suivi, ça me prend 30 minutes pour voir le patient, pour refaire un check, voir si tout est bien, si tout bouge bien comme je voudrais que ça bouge, refaire les amplitudes de mouvement, tester chaque articulation, ajuster, faire un travail musculaire parce que je fais beaucoup de travail tissu mou aussi, si besoin, et voilà, et à la prochaine fois. Donc, mais je comprends. J'ai beaucoup de collègues voilà, qui vendent des traitements à des patients, comme tu dis, qui c'est 30. Et je récupère beaucoup de ces patients, malheureusement, qui viennent me voir parce qu'ils me disent, je suis allé voir un de vos collègues, il m'a dit que, voilà, il fallait qu'il me fasse 40 séances, voilà, en 6 mois pour que j'aille mieux. Voilà. Donc, je ne les critique pas. Ils ont leur façon de travailler et je C'est pense beaucoup, qu'ils hein. ont leur patientèle. Voilà. Ils ont leur patientèle. Il y a des gens qui sont peut-être rassurés d'être dans les mains des chiro 1, 2 fois par semaine pendant X mois. Moi, c'est pas la façon dont je travaille. Voilà. Mais je respecte. C'est leur façon de travailler. S'ils ont les patients qui les correspondent, voilà. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a un monde, enfin, il y a de tout dans le monde et on a pour tous les goûts et tous les moyens. Ok, bon, on a compris, Delgis ne veut se mettre personne à dos, il veut rester politiquement correct. Non, je plaisante. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et alors, combien de temps ça dure ta séance à toi? Ouais, Si c'est pas 10 minutes et que c'est pas à la vite, est-ce que tu prends 1 heure, tu prends 30 minutes, 45? Comment tu t'organises? Et alors, puis en fonction, est-ce que si c'est la 40, première fois, c'est plus long qu'un suivi? c'est ça. La première fois, c'est entre 45 minutes et 1 heure et les suivis, 30 minutes. Ça, c'est ma façon de fonctionner au cabinet aujourd'hui. D'accord. Mais j'ai Bon, besoin alors d'une bon, petite heure la première visite. oui, bah, c'est terrible, hein, j'ai l'impression de discuter avec un ostéo quasiment. On va essayer de s'écarter de ça justement parce que toi, tu as fait des formations, ou en tout cas, enfin des formations, tu t'es spécialisé et tu as agrandi un peu ta vision des choses avec donc Oui, les neurosciences, la neurologie là. Et alors, tu as un oui, super appareil derrière toi dont j'ai teasé tout à l'heure, qui est donc le Gyrostim, et qui te permet oui, de tester plein de choses. Juste,
J'ai envie de revenir sur un truc parce que je suis curieux. J'ai cru voir sur un de tes posts quelque part que tu avais découvert, donc à la base, tu l'as dit tout à l'heure, l'Akiro quand tu es parti aux États-Unis, mais dans un contexte particulier. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert et comment, quelle est l'anecdote Oui, qui est autour de ça? je sais pas si c'est la même que j'ai racontée, mais je pense que oui, parce que c'est la seule. Euh, et c'est celle que tu as vue. Moi, j'étais blessé quand je finissais ma formation Pilates aux États-Unis. J'ai eu le lendemain de ma certification en tant que prof de Pilates, je me suis blessé à la nuque et je suis allé voir un chiropracteur qui était en face du studio Pilates où je m'entraînais et c'est lui qui m'a ajusté, qui m'a manipulé pour la première fois. Et c'était en rentrant en France pour moi, voilà, c'était un chiropractor, mais dans ma tête c'était un ostéo. Je savais pas que ça existait. Pour moi, c'était la même chose ici en France. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la chiro. C'est mon premier contact avec la chiro. C'était voilà à New York dans les années 2000 et quelques. On va pas citer trop de dates, ça nous vieillit. Qui m'a ajusté pour la première fois. Voilà. Et c'était suite à ça qui a Pour que je sois causé sûr de justement comprendre en termes. ce relâchement musculaire. Oui, dis-moi. Non, non, c'est pour comprendre sur la chronologie. Tu as fait des études, donc tu as fait ta première année d'ostéo. C'était avant ou après que tu découvres l'Akiro et qu'est-ce qui t'a fait arrêter et changer? Ok. Bon, si on veut parler de ça, en parlons de ça. J'ai fini j'ai fini ma certification Pilates. J'étais déjà coach sportif à Paris depuis quelques années. J'ai travaillé dans des studios Pilates à Paris et j'ai décidé, voilà, comme je t'avais dit tout à l'heure, je voulais plus. Donc, comme dans ma tête, j'ai toujours gardé en tête que je voulais, voilà, être dans le médical. Je me suis dit, tiens, j'ai 28 ans, j'avais 27 ans à l'époque. Je vais essayer, je vais tenter le tout pour rien, je vais aller en première année de médecine. Donc, je suis allé en première année de médecine. En finissant médecine, je suis arrivé près du bout et à la place de doubler la première année et de la refaire une deuxième fois, je me suis dit, ça, j'ai quand même 28 ans, Ok. voilà, si je reprends, ça va me prendre encore 10 ans, donc j'aurai 38 quand j'aurai fini. Donc, je vais faire j'ai rencontré aux États-Unis. Le mec qui m'a ajusté, je vais faire ostéo. Donc, parce que pour moi, en France, c'était ça le chemin, c'était de faire ostéo, parce que pour moi, c'était la même chose. Donc, je suis allé en école d'ostéopathie. Et en fait, quand je suis allé en Ok. école d'ostéopathie, je vais pas citer les noms. Depuis le premier jour où j'étais à l'école d'ostéo, tous les profs, pendant un an, ils nous ont répété du début, du premier jour jusqu'à la fin, qu'on allait se retrouver sans patients, qu'on était trop nombreux en France, qu'on n'allait jamais réussir. Si dans la promo, on était 100, peut-être qu'on aurait un qui allait faire sa vie en tant qu'ostéo, qui allait gagner sa vie, les autres allaient finir caissier au supermarché. Voilà, c'est avec ces mots-là depuis le premier jour dans une école privée où je payais au prix C'est fort. rassurant ça. Donc je me suis retrouvé, voilà, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je fais là? Et à la deuxième semaine où j'étais à l'école d'ostéo, on présentait tous une technique différente de l'ostéopathie. Moi, je présentais le pilate parce que je baignais dans ce milieu-là. Et la première personne qui a présenté une autre technique, c'était la chiropraxie. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais ici en fait? C'était ça ce que je voulais faire, que je pensais que j'étais en train de faire, mais que je ne le fais pas. Donc du coup, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait une école en France. Donc je suis allé à l'école, je suis allé voir l'école. Ils m'ont dit c'est trop tard, on a déjà commencé, c'était au mois d'octobre. L'année scolaire a déjà commencé, vous pouvez pas changer d'école au cours de route, il va falloir revenir l'année prochaine. Donc j'ai continué quand même, j'ai persisté, j'ai fini ma première année d'ostéopathie parce que j'étais déjà inscrit, c'est déjà payé. Je suis allé faire mes formations, mes remises à niveau, faire mes entretiens, présentation de dossier l'année suivante pour rentrer en deuxième année de chiropraxie. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait changer. Ok, bon, c'était le parcours. Ouais. Ouais, ok, bon, très bien. Ouais. Pour moi, c'est très clair. Euh, alors, comment t'en es venu à t'intéresser à d'autres, aux neurosciences, à d'autres méthodes Oui. hors la chiropraxie apparente, enfin, La uniquement, quoi. chiro classique, on va dire. Alors, moi, j'étais en Hmm. troisième année de chiro et je suis parti dans un séminaire, pas un séminaire, dans un congrès. Euh, Tous les ans, voilà, il y a des congrès chiro avec des étudiants, avec des professeurs. Je suis allé dans ce congrès et j'ai eu une présentation d'un
d'un chiropracteur qui s'appelle Mathieu Antonucci, qui a un centre aux États-Unis qui s'appelle Plasticity Brain Center, qui présentait voilà la neurologie fonctionnelle, une façon de traiter les patients, pas seulement avec des ajustements manuels au niveau de la colonne des articulations, mais en activant, en travaillant voilà la plasticité au niveau cérébral. Comment travailler voilà avec des vibrations, avec des mouvements, avec des lumières, avec des mouvements. Comment travailler voilà le système vestibulaire, le système cérébelleux pour stimuler le cerveau. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et c'était en fin de troisième année. Donc, début de ma quatrième année, j'ai vu que il commençait cet institut qui s'appelle l'Institut Carrick Institute, voilà, aux États-Unis. Ils sont basés en Floride. Ils commençaient une série de séminaires qui se déroulaient à Madrid. Donc, c'était un week-end par mois pendant 24 mois. Voilà, c'était 2 ans de formation, 24 modules, voilà, un week-end par mois. Donc, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais faire le premier, je vais voir si ça me plaît. Je suis allé, j'ai fait le premier, je me dis, bah, j'ai rien compris parce que c'est très technique, très neurologique et on parle beaucoup les mouvements des yeux, on parle beaucoup de termes scientifiques en anglais. Après, je suis parfaitement bilingue, mais c'était très compliqué et je pense que même pour un anglo-saxon, ça aurait été très compliqué. Et c'est toujours très compliqué les premiers séminaires. Et j'ai dit, bah tiens, je vais retourner pour le deuxième, peut-être je vais mieux comprendre. Je suis retourné pour le deuxième et j'ai trouvé ça passionnant. Je suis retourné pour le troisième et après je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire toute la série. Et je suis allé à Madrid un week-end par mois pendant, ça a duré plus de 2 ans parce qu'il y a eu des mois où on n'a pas eu parce qu'il y a les vacances. Donc pendant 3 ans jusqu'à la fin de mes études, je suis allé à Madrid, j'ai fait toute la série et je suis parti tous les étés aux États-Unis les voir travailler à Orlando, en Floride. Voilà, je faisais 1 ou 2 semaines chez eux, voir comment ils travaillent, comment ils prennent en charge les patients, comment ils stimulent les patients, autrement que par des manipulations. Et je me suis dit que voilà, comme la chiropraxie s'intéresse surtout au système nerveux, et donc là on a parlé de la colonne vertébrale, toutes ces interférences qu'ils peuvent avoir sur ces voies qui partent du cerveau et qui reviennent vers le cerveau, je me suis dit mais pourquoi pas agir directement ou indirectement sur le cerveau pour aider les patients. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau à la base qui contrôle tout le corps. Donc comment je peux changer son cerveau, l'information, l'activation au niveau de son lobe frontal, de son lobe pariétal, par tout ce qui existe aujourd'hui qu'on sait qui peut activer ces zones-là. Donc du coup, on travaille beaucoup avec les mouvements des yeux, sur les poursuites, sur les saccades. Les poursuites, c'est des mouvements lents avec les yeux, sur une direction. Les saccades, c'est des mouvements rapides, passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Les fixations. Donc, on va travailler sur l'intégration de ces mouvements des yeux avec les canaux vestibulaires qui sont au niveau de l'oreille interne. Et comment cette intégration, ce sont des réflexes, viennent activer telle ou telle zone du cerveau. Donc voilà, c'est une gymnastique du cerveau, mais c'est de la répétition. Comment je vais stimuler ce patient avec des vibrations, avec de la lumière, avec des ajustements, parce que les manipulations, les audibles, les cracks sur tel côté du corps va venir stimuler tel côté du cerveau. Donc, si je veux stimuler plutôt son hémisphère droit, est-ce que je dois plutôt travailler, venir ajuster son côté gauche, par exemple? Vous voyez, donc c'est plus que simplement regarder la colonne et dire ça bouge, je laisse tranquille, ça bouge pas, j'ajuste. Là, ça va venir, alors, est-ce que je vais ajuster du côté droit ou est-ce que je vais ajuster du côté gauche? Parce que ça aura une incidence au niveau de mon cervelet du côté droit. Si je viens l'ajuster à droite, et ça va croiser, ça va venir, voilà, travailler au niveau de la représentation de mon cou à droite sur mon cerveau gauche. Voilà, donc c'est encore plus précis, c'est encore plus pointilleux. Voilà, comment je vais travailler. On sait aussi que, moi je sais parce qu'on a appris avec eux, qu'il y a la posture, elle dépend aussi de cette activation, de cet équilibre au niveau des hémisphères cérébraux. Donc on sait que si on a une baisse d'activité d'un côté due à un traumatisme, d'une commotion cérébrale, des chocs répétés qu'on a eu au niveau de la tête, si on a une baisse d'activation, d'intégration de ces informations au niveau du système vestibulaire, de l'oreille interne et du cerveau, j'aurai un changement postural, j'aurai des inhibitions qui ne sont pas faites au niveau de mon
tonus, au niveau de ma posture, et j'aurai un changement. J'aurai, par exemple, plus de tonus au niveau de mon membre supérieur, du même côté, au niveau de la rotation interne de l'épaule. Donc ça va me créer plein de problèmes au niveau de ce qu'on appelle les problèmes de conflit, entrapment, au niveau, par exemple, que ça soit au niveau de thoracic outlet syndrome, c'est des fourmillements qu'on a au niveau du bras parce qu'on a un pectoral qui est trop contracté, un conflit là entre la première côte et la clavicule, au niveau du nerf médian, au niveau du canal carpien. Donc voilà, donc simplement de venir travailler ça, d'essayer de détendre ça, redonner de la mobilité, il va falloir aussi que je vienne regarder, voilà, est-ce que ce côté-là qui contrôle l'inhibition du tonus de ce côté-là, il n'est pas sous-activé. Il faudrait pas que je vienne l'activer un peu plus pour qu'il puisse inhiber davantage le tonus dans ce côté-là, pour que mon traitement justement local puisse tenir. Voilà, donc c'est un peu plus Ouais, spécifique. ok. Non, mais alors c'est très très clair. Et comment tu fais concrètement, par exemple, là, si on reste sur l'épaule gauche, la personne a des douleurs et a problème de mobilité sur l'épaule gauche, a trop de rotation interne, donc tu travailles l'épaule, mais en même temps tu vas travailler donc la partie du cerveau pour essayer de désinhiber un peu les muscles qui peuvent être trop tendus, je simplifie au maximum. Comment concrètement, Exactement. là, dans ce cas, tu vas agir sur le cerveau? Est-ce que tu as un exemple d'exercice ou un exemple de choses que tu fais faire? Oui. Alors ici, chez moi, chez NeuroRécup, on a tous les outils pour faire un bilan un petit peu plus poussé. Alors avec mes yeux, en la faisant suivre les cibles vers le haut, vers le bas, bouger les pouces pour qu'elle regarde à droite, à gauche, je peux déjà avoir une idée au niveau de son cerveau comment ça se passe. Est-ce que ces lobes qui contrôlent les poursuites, les saccades dans une telle ou telle direction, ils sont actifs ou pas? Donc j'ai un eye tracker, un écran avec des infrarouges qui lit les mouvements des yeux et on va faire certains tests et ça va me donner en 5 minutes, 15 minutes on va dire, le moment où le patient est assis ou le moment où j'ai imprimé la feuille, une idée à l'instant T de l'activité cérébrale de ce patient-là. Donc si je sais, par exemple, on parlait justement de cette épaule gauche qui est trop en rotation interne, qui crée une compression quelque part au niveau de ce plexus nerveux ou artériel ici au niveau de l'épaule gauche. Et je sais qu'il y a une baisse de l'activité au niveau de ces mêmes hémisphères. Je sais que tout ce que je vais faire pour activer davantage cet hémisphère gauche pourrait aider à tenir mon traitement que je vais faire au niveau de l'épaule de cette patiente. Donc, je vais lui donner, par exemple, des mouvements des yeux rapides vers le côté droit, les saccades, parce que je sais que ça, je viens simuler mon hémisphère frontal, mon lobe frontal gauche, et je vais donner des mouvements de poursuite lente vers le même côté. Donc, en faisant des saccades vers la droite et des poursuites vers la gauche, je sais que je suis en train d'activer cet hémisphère gauche. Donc, par conséquent, augmenter l'activité et peut-être créer une légère inhibition de ce tonus, de ce super tonus qu'on a au niveau de l'épaule pour qu'on puisse le détendre davantage. Donc ça, c'est un exemple. Si je vais Mmh. donner, par exemple, à ce patient des mouvements complexes du côté droit, où je viens travailler mon cervelet droit qui va contrôler aussi le tonus, la posture, mais aussi les mouvements fins et les mouvements complexes. En travaillant mon cervelet droit, je vais venir aussi davantage stimuler cet hémisphère gauche. J'ai un gyrosime derrière, qui est une machine, une chaise axiale qui va tourner vers l'avant, vers l'arrière, sur la droite, sur la gauche, et la combinaison de ces quatre axes. Donc, si je vais par exemple tourner le patient davantage vers la droite aussi, je serai en train de simuler surtout son hémisphère, enfin son cervelet droit, par conséquent son hémisphère gauche. Après, c'est très schématique ce que je vous dis parce que c'est pas aussi noir sur blanc. Hein, si on va tourner sur la droite, on va aussi simuler l'hémisphère droit. C'est pas aussi net que ça parce qu'il y a des voies qui ne sont pas complètement sur des rails et qui vont de droite vers la gauche, gauche vers la droite. Il y a toujours une partie qui reste du même Mmh. côté, qui reste homolatéral. Mais voilà, le but, c'est de mettre le plus de stimulation possible dans un entonnoir pour venir, au fur et à mesure, activer une zone plus précise au niveau du système nerveux de cette personne pour pouvoir, voilà, l'aider. Ok. Ouais. Ouais. T'es toujours avec moi? Oui, c'est bon. Oui, oui, je suis toujours avec Ouais, non, toi. mais alors tout est clair. Il y a un petit décalage. Super. Tout est très clair. Enfin, moi, ça me semble extrêmement clair. Effectivement,
c'est pas aussi A plus B. De toute façon, dans n'importe quelle thérapie, dans n'importe quelle technique, c'est pas aussi simple que ça. Il va y avoir des interférences, etc. Il va y avoir des voies plus ou moins impénétrables, si on peut dire. Oui, Mais je pense que oui, l'idée est assez claire. Mais par contre, j'ai quand même une petite interrogation, c'est que ta grosse machine derrière, qui est donc la personne s'assoit et oui, tu vas la faire tourner dans tous les plans de oui. l'espace. On dirait un truc pour entraîner les astronautes. Tu peux pas mettre tout le monde là-dedans. Il y en a qui vont vomir. Alors oui, alors surtout certains viennent justement parce qu'ils ont des vertiges, parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre, ils ont des syndromes qu'on appelle des mal de débarquement, qu'ils ont l'impression de tanguer toute la journée. Donc l'objectif, cette machine, je peux la contrôler comme je veux. Je peux la faire bouger à un tour minute vers la droite, comme je peux la faire tourner 30 tours minute vers l'avant. Donc et je peux décider de travailler avec ce patient des tout petits mouvements de vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, donc dans le plan de l'espace que j'ai choisi. Je vais tester le patient sur une plateforme de force où je vais le mettre le patient avec les yeux fermés dans une position droite, avec la tête vers la droite, la tête vers la gauche, vers le haut, vers le bas, sur Mm. différentes positions, parce que je sais que dans certaines positions, j'active tel ou tel canal qui est au niveau de mon oreille interne. Je vais voir le canal qui est le plus déficient, celui qui a le plus besoin de stimuler. Et dans cette machine, je vais la programmer pour emmener ce patient dans ce plan d'espace. Mais ça peut aller de quelque chose de très doux, très léger, à quelque chose de très rapide. Donc c'est comment le patient va évoluer. C'est pas en une séance, le patient vient, je vais faire quelques tests avec lui dans la machine, je vais créer son protocole de traitement, je vais commencer à renforcer son système vestibulaire dans ce certain plan de l'espace. Je vais toujours contrôler son système autonomique. Je vais toujours regarder son rythme cardiaque. Il a un petit capteur au niveau de l'oreille. Je vois sa cohérence cardiaque pendant la simulation. Je sais exactement quand il est monté trop haut, quand il est descendu trop bas au niveau de son rythme cardiaque. S'il y a quelque chose que je vois que son système autonomique, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, je suis en train de dépasser un seuil, je m'arrête. Je m'arrête ou je reviens un petit pas en arrière. Et je vais tout le temps vérifier, voilà, c'est sa pression artérielle, c'est sa contraction au niveau des pupilles. Voilà, c'est pour savoir si je ne suis pas en train de causer une fatigue neurologique plutôt que de le stimuler. Donc voilà, je prends toujours avec des pincettes, comme tu dis, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde que je vais prendre dans la machine que je vais faire 30 tours minutes. D'ailleurs, je n'ai jamais fait 30 tours minutes avec personne dans cette machine. Je suis allé jusqu'à 20. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc je vais surveiller, je vais la contrôler comme je veux, dans la direction que je veux. Il y a certaines directions qui vont faire du mal à ces patients-là, donc il sera peut-être pas prêt à aller dans sa direction aujourd'hui. On va continuer à renforcer des directions autour. Et demain, on va réessayer d'aller dans cette direction. Mais on va aller plus doucement dans cette direction. Ou on va aller peut-être moins loin dans cette direction. Et si le patient la supporte mieux, bah, on va augmenter la vitesse. On va augmenter l'amplitude. Et voilà. Et c'est un peu comme un entraînement, comme on va entraîner un muscle quand on va faire du crossfit, quand on va faire, voilà, des tractions. Voilà. Il y a plusieurs options pour arriver à faire des tractions. Voilà. Donc, on va adapter, on va, faire quelque chose qui correspond au patient, qui va pas le fatiguer, qui va pas le surcharger, qu'il est capable de Mm. l'accepter et qui est capable de causer, enfin de lui donner un résultat positif et qui soit durable. Comment ça coûte une machine comme ça? 200 000 euros. Putain, alors 200 000 euros. Ouais. Ah ouais, Et justement, je pense pas que c'est autant, hein. ouais, c'est pour ça, il y en a une trentaine dans le monde, peut-être moins. Il y en a trois en Europe, il y en a une à Saint-Malo, dans le centre Brainmove, où j'ai travaillé pendant 2 ans presque. Il y en a une à Amsterdam, à côté d'Amsterdam, et moi. Celle-là, on l'a acheté au Milan AC, elle appartenait au club de foot Milan AC. Dans leur laboratoire, ils ont le Milan Lab, où ils entraînent les athlètes. Et ils avaient acheté cette machine il y a 7 ans. Et je connais très bien le chiropracteur qui entraînait, qui s'occupait justement du staff du Milan Lab il y a 7 ans, qui n'en fait plus partie. Donc il n'utilisait plus la machine au Milan Lab depuis quelques années, depuis que le chiropracteur est parti justement de l'équipe. Et la machine, elle était restée pendant 2 ou 3 ans dans le Milan Lab à prendre de la place de la poussière. Et donc voilà,
j'ai pu voilà négocier avec eux pour un rachat et c'est grâce à eux que elle est là aujourd'hui derrière moi. Ok, bah c'est un sacré morceau, hein. Ok, alors est-ce que tu t'en Ouais, sers c'est pour un les sacré sportifs morceau. aussi? Enfin, tu m'as dit que oui, mais Beaucoup, ça améliore les performances des beaucoup. sportifs? Comment ça, Oui. comment tu t'en Alors, sers? Quels sont les motifs pour lesquels les sportifs peuvent venir te voir? il y a deux types d'entraînement avec cette machine polysportive. C'est lors des commotions cérébrales, traiter voilà les chocs sur la tête sur le terrain. Donc avec voilà des nausées, des vertiges, des sensations d'être off. Voilà, c'est de rétablir ces réflexes, ce qu'on appelle les VOR, les réflexes vestibulo-oculaires. Donc de rétablir ces réflexes-là, ou tout simplement le sportif qui veut augmenter ses réflexes, sa perception de son corps dans l'espace ou le terrain, son agilité, sa coordination entre sa main, ses yeux, donc pour anticiper justement une blessure sur le terrain, pour avoir cette vision plus périphérique, moins tunnelaire au niveau du terrain. Donc comment je vais travailler? Alors sur cette machine-là, vous voyez, il y a une paroi en verre, il y a des cibles à droite et à gauche, et le patient va travailler avec des lasers dans la main ou des lasers sur le front. Donc le but, c'est de le faire tourner aléatoirement à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, et qu'il puisse venir travailler les cibles en même temps avec ses mains ou ses yeux. Donc il va venir continuer, voilà, la tête en bas, faire une cible en bas, à gauche, revenir en arrière, faire les cibles quand il a la tête en bas, quand il est à côté. Donc c'est de mettre son corps dans différentes positions dans l'espace et pour qu'il puisse justement avoir la concentration de savoir où sa main va, où sa tête va sur la cible, voilà, à 5, 10, 15, 20 tours minutes. Voilà, pour qu'il puisse justement pouvoir anticiper. Alors, pour donner un exemple, un footballeur anticiper sur une réception sur la tête, quelqu'un qui vient lui donner un coup de coude sur le front. Voilà, qu'il puisse avoir cette vision, cette anticipation au niveau du réflexe, de savoir d'où ça vient, où il va et comment il va atterrir après. Hmm. Ouais, ben ça doit surtout être efficace, voilà, pour tous les sports qui demandent des réflexes. Je sais pas pourquoi, je pense au badminton, je pense à des sports de raquettes, surtout rapides, C'est ça. le squash. Alors, je sais pas si Là, tu en ce reçois moment, beaucoup de ce genre de personnes, je mais travaille, ils doivent ouais, réagir vite. je travaille avec deux tennisman, ouais, j'ai aussi deux tennisman aujourd'hui. Une qui est espoir de France, là, junior, 14 ans, et une athlète paralympique aussi qui se prépare pour les JO de 2024. On travaille justement avec ces réflexes, voilà, main droite, main gauche justement pour les services, pour les revers, voilà, comme tu dis. Et quelle est ta part aujourd'hui, là, maintenant que tu as développé un peu tout ça, que tu as une super machine, que tu as les écrans, enfin, c'est carrément, là, c'est un laboratoire ton truc, hein. Ouais. C'est assez extraordinaire. Quelle est la part de Kiro et la part de toutes ces techniques neuro? Est-ce que c'est 50-50 en termes Ouais, de pourcentage dans ton activité aujourd'hui? ouais, j'essaie de garder 50-50. Alors, j'ai une grande demande d'une patientèle d'enfants IMC avec une infirmité motrice cérébrale. C'est des enfants qui ont qui ont manqué d'oxygène à la naissance, qui ont eu un problème à l'accouchement ou qui ont une maladie génétique grave. Donc, voilà, c'est une communauté de patients, voilà, avec des parents qui sont très engagés à faire le plus de techniques possibles de stimulation différentes à ces enfants-là. Et on sait que le gyrosim, quand on vient par exemple tourner l'enfant vers l'avant, on va activer tous les réflexes des muscles extenseurs au niveau du rachis. Donc, on va améliorer, par exemple, avec un enfant qui est hypotonique, qui ne se tient pas assis, Hmm. quand je vais le tourner vers l'avant, il aura un réflexe, par peur d'aller dans le vide, de se contracter au niveau des muscles extenseurs du rachis, du dos. Donc, on va augmenter le tonus au niveau de ces enfants-là, pour te donner un exemple. Donc, j'ai une grande demande de ces patients-là. Et j'adore travailler avec ces patients. À partir de 2 ans, je les mets là-dedans. Et j'essaye pour être le plus diversifié possible, parce que j'adore le côté sportif, biomécanique de la chiropraxie, de venir ajuster, de redonner de la mobilité. J'adore ce côté fonctionnel que je fais, d'activer justement telle ou telle zone du cerveau par telle et telle modalité. Et j'adore voilà travailler avec le gyrosim, avec cette population. Voilà, ils sont pas des sportifs, ils sont au fauteuil, la plupart ne parlent pas, ne marchent pas, mais voilà, ils m'en donnent beaucoup en retour. Mais
j'ai envie de dire que je m'ennuie pas. J'essaye de faire une part où j'ai mes sportifs. J'ai une part de la chiro classique, sciatique, mal de dos, maux de tête, et une partie voilà neurofonctionnelle, gyrostim, où je viens travailler avec des maladies neurologiques plus graves, dégénératives, voilà, des problèmes de vertige, des problèmes vestibulaires. Donc j'essaye de toucher un petit peu partout, dans mon emploi du temps, de laisser un peu de place pour tout ce qui est sportif de haut niveau, pour tout ce qui est enfant en situation de handicap, pour tout ce qui est voilà problème chiro, on va dire classique, des douleurs chroniques aiguës. Voilà, j'essaie d'être le plus diversifié possible. Donc on va dire 50-50 aujourd'hui. Mais je commence à former quelqu'un pour m'aider, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Girosim, qu'on en est très peu à l'avoir, il y a une demande qui est de plus en plus importante. Et je sais que d'ici la fin de l'année, je pourrais plus répondre justement à cette demande. Il aurait fallu que j'enlève tout le côté chiro pour me dédier 100% au Girosim. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. J'ai envie toujours de garder cette diversité, je sais plus le dire. Oui, Diversification. diversification, diversité. Voilà, diversité, voilà. Ah, c'est pas grave. On a tous compris. Ok. À part les techniques alors si on reste juste sur la chiro, lorsque tu fais tes consultations chiro, qu'il n'y a pas de gyro, il n'y a pas de technique trop neuro, Oui. enfin de toutes ces adaptations, à part les techniques manipulatives pour donc redonner de la mobilité, faire des ajustements, voilà. À part ces techniques-là, qu'est-ce que tu utilises concrètement? Est-ce que tu vas utiliser des techniques sur les muscles? Est-ce que tu vas étirer? Est-ce que tu vas travailler? Alors tu m'as dit un peu que tu travailles sur les tissus mous, mais Oui. j'aimerais savoir un peu comment tu t'y prends. Alors, tissu mou. Alors, on a énormément de techniques, peut-être qui sont aussi communes à l'ostéopathie, à la kiné. Alors, on va travailler des étirements, tout ce qui est, j'ai fait des séminaires de active release technique, donc de mettre le muscle dans une position raccourcie, venir l'étirer. Je travaille, voilà, avec les pistolets de massage. Je travaille avec du Graston pour venir, voilà, casser les adhérences au niveau musculaire, au niveau des fascias, comme si on venait peigner un petit peu les fibres musculaires qui parfois sont un petit peu Mhm. désordonnées, qui sont un petit peu voilà. Je travaille avec du dry needling, donc avec de l'acupuncture sèche, où je viens voilà piquer sur des muscles, voilà pour relâcher des cordons qui sont très contractés, travailler sur les trigger points. Je travaille avec le Manutex, c'est une technique, ils appellent ça les gants magiques, où j'ai des gants en argent qui sont brochés par des câbles qui sont reliés à une machine qui vient travailler sur les muscles squelettiques et sur les muscles lisses. Donc il y a une contraction, un relâchement au niveau du muscle et au niveau des fibres artérielles, veineuses et lymphatiques aussi, pour créer un effet de pompage, de drainage au niveau du muscle. Donc je traite beaucoup voilà les capsulites rétractiles, les tendinites, tennis elbow, golfer elbow, syndrome de piriformis, tous ces muscles qui sont euh, en, en spasme et chronique depuis très longtemps. Donc je viens agir justement, comme je t'ai dit, au niveau central, au niveau nerveux, pour lever l'inhibition voilà de ces contractions-là. Et du niveau local, je viens agir sur ces muscles, sur ces différentes techniques que je viens de te citer. La technique avec les gants, ça s'appelle Manutech. Il y en a très peu de chiro qui l'ont aujourd'hui en France. Et je travaille avec de la cryothérapie. Dans l'autre centre, chez Paul, on a la cryothérapie. Ici, j'ai du bain froid avec Mm. une eau qui descend à 4 degrés. Donc justement pour la baisse inflammatoire, bon, tu connais parce que tu en as parlé beaucoup avec Steve, mais pour les gens qui nous écoutent, voilà, pour créer cette baisse de l'inflammation, créer cette vasoconstriction pour qu'il y ait une meilleure circulation au niveau local et global, parce que le patient parfois il est immergé jusqu'aux épaules. J'ai aussi de l'oxygénothérapie. Donc, c'est un caisson hyperbare où le patient reste allongé. Il faut pas être claustrophobe pendant une bonne heure dedans, avec un masque à oxygène, avec une pression d'oxygène qui est augmentée. C'est comme si le patient était 15 mètres sous l'eau. Et cette pression d'oxygène va pousser l'oxygène qu'il respire à haute concentration à rentrer dans tous ses liquides corporels. Donc, au niveau du plasma sanguin, qui va transporter davantage d'oxygène dans tous les tissus au niveau du corps, compris au niveau cérébral, et aussi au niveau du liquide encéphalo-rachidien. Donc le corps, il aura un surplus d'oxygène pour que son corps,
que le patient, enfin, son système nerveux, son système musculaire, ligamentaire, tendineux, puisse prendre ce surplus d'oxygène et l'utiliser comme bien lui semble. D'accord. Et Ok. j'ai, Alors je renvoie à l'épisode que oui, j'avais fait avec Steve Compagnon. C'était le 21. Effectivement, on avait parlé de toutes les méthodes de récupération qui étaient aujourd'hui, qui étaient en train de devenir de plus en plus connues, certaines moins connues, et puis certaines qui l'utilisent personnellement et que avec toi-même tu utilises. Donc si tous ceux qui écoutent le podcast là, ils sont intéressés par en savoir plus sur toutes ces méthodes de récupération, les machines et tout ça. Épisode 21. Voilà. voilà, avec Steve Compagnon. Et donc voilà, je travaille avec la question d'oxygène, pas chez tous les patients parce que c'est une séance à part, ça prend voilà 1 heure et quart. Et voilà, il faut pas être claustrophobe Mhm. parce qu'on est enfermé dans un caisson hermétique. Voilà, après le patient il peut lire, il peut avoir son iPad, il peut regarder un film, il peut faire une sieste, il peut faire ce qu'il veut. Mais justement, on sait que les globules rouges sont saturés à 98% d'oxygène déjà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une augmentation au niveau de la pression pour qu'on puisse avoir, voilà, l'oxygène qui va pénétrer au niveau du plasma, parce que le plasma, il n'est pas fait pour transporter l'oxygène, ni le liquide encéphalorachidien. Mais si on a une pression, voilà, 15 fois supérieure à la pression, voilà, de cette pièce, comme si on était 15 mètres sous l'eau, oui, cette pression va pousser l'oxygène à se dissoudre, justement, dans ces liquides, et on pourra, justement, vasculariser des tissus qui sont nécrosés, des tissus qui ont perdu, voilà, leur capacité d'irrigation parce que soit c'est trop tendu, soit il a été nécrosé, il a manqué d'oxygène par exemple au niveau d'une zone, au niveau d'un AVC ou au niveau voilà d'une élongation, d'une déchirure musculaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise les caissons. J'utilise aussi quelque chose que je fais pratiquement à tous mes patients, de la photobiomodulation. Donc, c'est de la lumière infrarouge avec une longueur d'onde de 650-850 nanomètres, pour être spécifique, qui va pénétrer dans la peau. Et cette lumière rouge, toutes les études montrent aujourd'hui qu'il va promouvoir aussi une meilleure vascularisation de la zone. Ça va augmenter et stimuler la production de collagène dans les tissus et ça va promouvoir aussi une augmentation de la production d'ATP cellulaire au niveau de la mitochondrie. Donc c'est comme si l'énergie allait avoir, enfin la cellule allait avoir plus d'énergie, elle allait avoir plus de production de collagène si besoin et une meilleure vascularisation, une meilleure circulation, voilà, de tout ce qui est liquidien au niveau des tissus. En ce qui concerne la machine à pression, est-ce c'est quelque chose à faire de manière progressive, j'imagine? Il n'y a pas un risque de Alors, thrombose, il n'y a pas un risque de création de caillots? non, il n'y a pas de risque de. Alors la montée, la pressurisation, c'est comme la plongée, hein, c'est très doux. On met entre 5 et 10 minutes selon les patients à pressuriser la cabine à un point. On va jusqu'à la limite d'1,5 parce qu'en France aujourd'hui, on peut pas aller au-delà d'1,5, c'est au milieu hospitalier. Mais on sait que jusqu'à 1,49, on peut le faire même à la maison. Hein, il n'y a pas de risque. Le risque pour les contre-indications, en plus d'être claustrophobe, pour les questions d'oxygène, c'est au niveau des cellules cancéreuses. Donc, on ne va pas suroxygéner un tissu qui est en train de se démultiplier. Donc, dans les cas de métastase ou de Hmm. traitement de cancer, voilà, c'est une contre-indication absolue. Mais le risque de thrombose, il n'existe, le risque zéro n'existe jamais, mais il est très bien pris en compte parce qu'il y a une pressurisation qui se fait très progressive et une dépressurisation qui se fait très progressive. C'est la même chose que de prendre l'avion. Donc, quand on monte en altitude, là, c'est différent. Pas une pression qui augmente, c'est une pression qui diminue. Voilà, mais ça serait à peu près la même chose. Hmm. Ok. Attends. Merde, j'ai oublié ma question. Sur la pression, merde, bah écoute, j'ai oublié ma question. J'espère que ça me reviendra. Ouais, peut-être, voilà, la Bon. pression au niveau de l'oreille, le patient, il va faire, voilà, les petites manœuvres de Valsalva comme ça, de pousser dans le nez, ou mâcher un chewing-gum, ou bâiller, justement, parce que parfois on peut avoir justement l'oreille qui siffle, ou un tout petit peu mal à l'oreille lors de la pressurisation. C'est pour ça qu'on y va progressivement. Mais une fois qu'on a atteint la pression entre 1,3 et 1,5 atmosphérique, voilà, quand on a atteint ce plateau-là, le patient, voilà, il n'a plus mal à l'oreille. Il peut l'avoir Ok. s'il est Bon, enrhumé, c'est c'est bon, là, ça m'est voilà, revenu. les sinus sont
qui sont pris. Et lorsque une personne vient, est-ce que tu lui demandes au préalable d'avoir fait un bilan biologique, d'avoir fait un bilan IRM, j'en sais rien, pour être certain qu'il n'y a aucun problème, aucun développement tumoral dans son corps, ou pour être sûr en fait que tu vas pas oxygéner des cellules cancéreuses? Comment tu t'en assures de ça? Alors, le cancer, non. Alors, je pose les questions lors de mon anamnèse. Si j'ai un petit drapeau rouge qui me fait des signes, bien sûr, je vais pas la mettre dans le caisson. Je vais la référer faire des examens. Mais la plupart des sportifs qui viennent faire du caisson parce qu'ils sont en très bonne forme et qui viennent juste pour un but de récupération, non, je ne demande pas aujourd'hui de tests justement d'ONF, de numération de formules sanguines pour voir des marqueurs. Après, Mm. voilà, c'est quelque chose, je pense, quand on en arrive là, ces patients-là, quand ils sont malades, voilà, ils viennent pas vraiment pour ça. Donc, ils viennent pour d'autres choses. Et la plupart des enfants que je vois qui vont dans le caisson pour des troubles neurologiques, d'autisme ou d'infirmité motrice cérébrale, voilà, c'est des patients qui sont suivis à l'hôpital où ils voient leur médecin, ils font des batteries d'examens tous les 6 mois, des contrôles. Donc là, je suis presque sûr que j'ai pas de risque avec ces enfants-là. Que tout est bon. Ouais, Tu reçois des critiques ou tu as déjà reçu des critiques en tant que chiro ou en tant que, enfin en tant que chiro forcément, mais peu importe l'activité, la pratique, des critiques de kinés ou de médecins. Tu sens que il y a une guerre. Est-ce qu'il y a une association, il y a une collaboration qui se fait de plus en plus, ou chacun reste un petit peu dans ses tranchées encore? Il y a un peu de tout. Alors, il y a une nouvelle école, je pense, j'ai des collègues médecins qui m'envoient des patients, qui me disent, bah, il faut que tu ailles voir des GIS pour faire tel ou tel traitement parce qu'ils connaissent un petit peu ce que je fais. J'ai des médecins des patients qui arrivent qui disent, bah, mon médecin m'a dit, ce que vous faites, ça sert à rien, c'est du charlatan, ça ne marche pas comme ça. De toute façon, il y a rien à faire dans ma condition. Donc j'ai un peu de tout. Les kinés, on a eu un épisode un petit peu triste avec eux il y a 2 ou 3 ans, je pense, quand on a eu nos textes de loi par rapport à notre formation en tant que chiro, on pourrait utiliser plusieurs techniques mécaniquement instrumentées. Et les kinés, ils voulaient pas qu'on ait le droit d'utiliser justement des techniques, voilà, avec des ultrasons, qui avant on le faisait, mais c'était pas marqué noir sur blanc sur la formation. Maintenant, ça l'est fait. Donc les kinés, l'ordre des kinés, ils ont monté un procès contre l'ordre des chiros et finalement, voilà, on a pu, voilà, prendre les bons avocats et on avait des bonnes personnes placées au ministère pour calmer un petit peu le terrain et on a, j'ai envie de dire, pas gagné la bataille parce que je pense qu'on n'était pas en guerre, loin de là, mais je pense qu'ils ont fini par comprendre qu'on pouvait aussi utiliser certaines techniques sans leur piquer, si on veut, voler leur patientèle. Donc oui, j'ai des critiques de médecins, mais j'ai plutôt des références des patients, des médecins qui me réfèrent des patients que de médecins qui me critiquent derrière. Mais bon, je suis ouvert aux critiques. Je pense que quand on se fait critiquer, ça nous permet aussi de nous remettre en question et voir pourquoi on se fait critiquer et puis essayer de chercher le dialogue, essayer de créer un contact. J'essaye d'appeler le médecin, j'essaie d'appeler les personnes, et j'essaie de comprendre pourquoi ils ont cette vision-là. Et la plupart, je l'ai invité des gens à venir me voir ce que je fais, et pour qu'on puisse discuter. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Hmm. C'est quoi la critique principale que tu reçois, hormis le fait que ce que tu fais ne marche pas? Le truc que tu entends le plus souvent. Le truc que j'entends le plus souvent, alors ça serait, j'ai déjà entendu un peu de tout, mais je pense que c'est même pas par rapport à tout ce que je fais en neurologie fonctionnelle, c'est par rapport à tout ce qu'on fait en manipulation cervicale Hmm. voilà les risques de d'accidents vasculaires après post manipulation cervicale. Je pense que ça c'est ce qui revient le plus souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors en Parce ostéo, que on a peut-être un peu moins parce qu'on a moins de
un peu moins de manipulation. On fait un peu moins de manipulation au fur et à mesure des années, tu vois. Mais c'est vrai que les Oui. Kiro, ils peuvent être assez pointés du doigt pour ça. Ouais, parce qu'on a, voilà, il Enfin, y a pointés du toujours doigt. quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait, voilà, un AVC après une manipulation. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui revient Bon, le plus sachant souvent. que causalité, c'est difficile à mettre en perspective, surtout quand enfin bon, C'est bref, ça. on va Et pas discuter de ça maintenant. Mais... voilà. Je pense que on va pas discuter, on pourrait faire ça dans un autre podcast. Mais oui. Voilà. Hmm. Je pense que c'est ça ce qui revient le plus souvent, mais j'essaye, de mieux que je peux d'expliquer aux patients et aux confrères, d'autres médecines pourquoi on le fait, comment on le fait et comment on minimise les risques justement de ce genre d'accident. Écoute, on pourra peut-être en discuter un peu dans un. Bah, dites-nous si. Je m'adresse aux auditeurs. Dites-nous si ça vous a plu, si ça vous plaît, si vous êtes intéressé par tout ça, si vous voulez un autre épisode avec Delgis, on pourra peut-être le faire. Je pense qu'on va s'arrêter là Ah, parce avec qu'on est plaisir. effectivement limité par le temps de toute manière. On a fait un bon tour. En tout cas, les principales questions et les sujets sur lesquels je voulais revenir, eh ben, on les a traités. Si ça a plu, mentionnez-le, faites-moi vos retours, que ce soit sur Instagram, par mail, sur les commentaires, si vous êtes sur YouTube, que ce soit les commentaires sur les applications, peu importe. Et puis peut-être qu'on pourra se faire un épisode retour avec des sujets un petit peu plus pointilleux ou d'autres choses un peu plus techniques. Delgis, où c'est qu'on te retrouve toi? Tu as Très un bien. Instagram, Alors, tu as un site j'ai mon web, Instagram perso. paulrecup.com. Ouais. Alors, j'ai mon Instagram perso Delgis Garcia, mais bon, ça reste plutôt de l'ordre du perso, même si je partage mes vidéos du cabinet, mais aussi ma vie perso. Mais sinon, notre centre s'appelle NeuroRécup. Neuro comme neurologie, récup comme récupération, tout attaché, NeuroRécup. Et on a aussi le site neurorécup.com, la page Instagram et celle de Paul Récup, Paul Récup sur Instagram et paulrécup.com sur le site web. Et on est à Paris, Paul Récup dans le Ok. premier Bon, je arrondissement note tout ça. et Neurorécup dans le 17e, à côté du parc Monceau. Parfait. Bah, si vous allez voir Delgis, venez de ma part, comme ça, il saura que vous avez écouté le podcast. Si vous allez voir Steve aussi, alors je sais pas si on peut voir directement Steve ou même Arnaud, Oui, on allez-y de peut. ma part, du podcast biomécanique, ça peut être marrant comme ça. Voilà, très bien. Bah, un grand merci. Tiens, dernière question que je pose à tout le monde. Oui, Ouais, attends, petite dernière question que j'aime bien oui, poser. oui. Est-ce que tu as un livre à recommander aux auditeurs ou à moi-même personnellement, un bouquin qui t'a marqué, un roman, un livre technique, un livre pratique? Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, ça peut être de tout et n'importe quoi. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Ouais, ok, bah, il y a un livre d'un Why My Brain is on Fire, voilà, que j'aime beaucoup, qui parle de neurologie fonctionnelle. C'est peut-être un peu technique pour les auditeurs, mais qui peut expliquer beaucoup de conditions inflammatoires au niveau du corps qui viennent justement au niveau du cerveau. Voilà. Ok, parfait. Bon, je note ça, j'ai regardé, je ne connais pas du tout. Super. Delgis, reste sur la fenêtre. Je te remercie d'avoir participé au podcast, c'était cool. Tu passeras le bonjour à Steve, à Arnaud, comme on a dit au début. Avec grand Ou plaisir. je le ferai moi-même peut-être. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast qui n'a pas dépassé 2 heures. Vous voyez, je fais pas tout le temps des podcasts qui vont jusqu'aux 3 heures. Là récemment, j'ai sorti des épisodes qui ont dépassé les 3 heures. Et alors, je sais pas si ça rebute certains ou pas, mais j'ai de très bons retours sur l'épisode très très long. Et aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court, donc voilà, ça varie. C'est un peu plus technique. Et puis si ça vous a plu, partagez-le sur Instagram, taguez-moi, identifiez-moi sur l'Instagram du podcast qui est Biomécanique Podcast. Voilà, @Biomécanique Podcast. Identifiez-moi, suivez la page si vous voulez. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, évidemment, il y a le visuel, la publication qui se fait sur Insta, sur Facebook aussi. Mais bon, visiblement, plus personne n'est sur Facebook, c'est pour ça que j'en parle jamais. Et non, c'est bon, partagez, envoyez-le à vos amis, laissez une note sur Apple Podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.